Bonjour à tous. Donc, Florian Pourcel, donc fondateur de l'entreprise Swarter. Voilà, c'est ce qui passe Wart ou Water, j'ai déjà entendu, mais Swarter pour Make Your Warehouse Smarter. Donc, en anglais, ça veut dire rendez votre entrepôt plus intelligent. Donc, on va parler aujourd'hui maintenant de logistique, d'entreposage, de gestion des stocks. C'est peut-être un secteur qui est un peu éloigné de ce que vous avez pu faire dans votre vie passée. Parfois non, je ne sais pas. Parce qu'ici, sur la Côte d'Azur, les camions, le transport, l'entreposage, c'est pas forcément le secteur de prédilection. Donc, on va regarder un cas d'usage du jumeau numérique pour l'entrepôt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite introduction sur un échange que j'ai pu avoir avec mon boss de l'époque. Voilà, j'étais ingénieur dans une grande boîte de logistique et j'allais sur différents entrepôts dans le monde entier pour faire des analyses, des process, des organisations. Je pense qu'il faut lui changer de temps. Ça revient en focus. Salut Florian, super l'analyse des stocks de l'entrepôt. Quel est l'avis de la direction? Donc, je vais le relire parce que vous n'avez peut-être pas entendu, mais salut Florian, donc c'est un texto de mon N+1. Super l'analyse des stocks de l'entrepôt. Quel est l'avis de la direction du site? Et moi j'ai répondu merci, le site est ravi des gains estimés, mais le directeur aimerait prendre plus de paramètres dans le modèle numérique qu'on a utilisé. De plus, le gestionnaire des stocks sur le site ne sait pas comment maintenir cette bonne organisation des stocks dans le temps. Mon N+1 pas super ravi, et moi pas ravi du tout non plus de ce retour. Bon, ce retour d'expérience, je l'ai eu, j'ai été confronté à ce retour d'expérience plusieurs fois dans mon expérience passée. Et au fur et à mesure, ça m'a donné une idée. C'est-à-dire, voilà, quand on me dit prendre en compte plus de paramètres dans le modèle numérique que j'utilisais finalement, c'est d'essayer de créer finalement ce double virtuel le plus précis possible qui va être l'exact modèle de mon modèle physique. Quand on m'a dit on ne sait pas comment maintenir après cette bonne organisation dans le temps, hein, parce qu'il y a des évolutions au quotidien, c'est de se dire si je pouvais, moi, avec mon modèle, simuler des impacts, une décision avant même de la déployer sur le terrain, hein, j'aurais tout gagné. C'est de là qu'est né finalement le jumeau numérique de l'entrepôt pour optimiser un cas spécifique qui est l'organisation des stocks dans un entrepôt. Donc je suis, comme j'ai pu vous le dire, rapide présentation, Florian Pourcel, donc fondateur de Swarter. Je suis ingénieur en supply chain de l'INP Grenoble. Alors c'est pas l'ENSIMAG pour les mathématiques appliquées comme votre fille, mais de génie industriel. Voilà, vraiment, il y a deux filiales principales, toute la chaîne logistique, ce que j'ai fait, et une deuxième partie qui est la conception des produits, où on effectivement utilise des outils type SolidWorks. Voilà. Donc on est une entreprise qui édite des logiciels pour les entrepôts, voilà, des jumeaux numériques, dans l'objectif d'optimiser les organisations en entrepôt. C'est une entreprise qui est toute récente, hein. Je me suis lancé, on s'est lancé en fin 2024, hein. Vous voyez, ça a quelques mois d'existence, c'est tout nouveau, et on est situé effectivement ici à Sophia Antipolis. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je pense que c'est parfois bien déjà de faire un point sur la supply chain au global. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand on a construit un produit sur SolidWorks, que tout le monde a validé sa conception, après il va falloir le distribuer dans le monde entier. Voilà. Pour faire ça, on a une chaîne logistique, une supply chain. Celle-ci, elle est extrêmement simple, hein. Dans la vraie vie, c'est jamais aussi simple que ça. C'est quelque chose de système extrêmement complexe, avec des dizaines, voire des centaines de fournisseurs qui vont vous livrer les matières premières, les sous-ensembles. On va livrer ces éléments dans des usines, hein, dans des usines d'assemblage, par bateau, par camion, par train, par avion. Enfin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Ces usines, on va pas en avoir qu'une, hein, on va en avoir différentes en parallèle, différentes en série dans le monde entier pour livrer l'ensemble du monde. Ici, on va produire des sous-ensembles, parfois le produit fini, et quand ce produit fini est finalement fabriqué, on va le stocker.
on va le stocker dans des entrepôts, souvent qui sont proches des usines. Ces produits qui sont stockés sous forme de palettes, on va ensuite les distribuer dans le monde entier, souvent dans d'autres entrepôts. Et quand ces autres entrepôts ont le produit, on va aller les distribuer chez nos clients. Les clients finaux, ça va être dans votre magasin préféré, chez un revendeur, ou aujourd'hui de plus en plus en e-commerce, directement chez vous, dans votre salon. Donc on est passé par plusieurs phases, fournir, transformer, stocker, distribuer, et finalement, cette chaîne logistique, c'est quoi? C'est tout simplement une succession de flux et de stocks, voilà, que l'on est venu faire interagir les uns avec les autres. Si on vient se concentrer sur un point particulier de cette supply chain, c'est l'entrepôt, voilà, qui est finalement, comme vous pouvez le voir, un maillon essentiel de l'ensemble de cette chaîne logistique. Qu'est-ce qu'un entrepôt? Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, vous êtes déjà rentré dans un entrepôt dans votre vie. Ou peut-être, non. Voilà, ces grands hangars que parfois on voit à l'extérieur des villes, ces grands bâtiments, ici on n'en a pas beaucoup, un petit peu vers Carrosse, c'est plutôt quand on va dans le Var, on a des grandes plateformes logistiques avec des grands bâtiments. Finalement, c'est ça, un entrepôt. Vous avez peut-être vu à la télé, ce sont des grands racks. Des hangars qui font des dizaines de milliers de mètres carrés. Parfois, ça fait 10, 20, 30 terrains de football cumulés. Vous voyez la taille, on met plusieurs dizaines de minutes pour parcourir ces bâtiments-là. Et avec des racks, donc de la marchandise qui rentre, on vient la stocker. Souvent, il y a des zones un peu particulières au niveau du sol où on vient préparer des commandes. On parle de picking. Et ensuite, quand ces commandes sont préparées, on les expédie. Alors là, c'est un modèle très simple. Mais de plus en plus, on parle d'industrie 4.0, on va parler de logistique 4.0, de l'entreposage 4.0. On va rajouter de la mécanisation dans ces bâtiments, de l'automatisation des robots. Vous avez entendu Amazon avec ses robots. C'est parfois un peu imagé, mais c'est pas fou quand même, ça existe. Et donc, plus schématiquement, l'entrepôt, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, cette succession de flux et de stock, on a des camions qui amènent la marchandise, on vient les stocker sur des quais de réception. Ici, on va faire plusieurs manipulations, on va regarder si c'est la bonne quantité, c'est la bonne qualité, on vient informatiser tout ça, rentrer dans le système ces informations. Ensuite, on va stocker ces produits dans des grands racks, ce qu'on a vu sur la photo précédente. Quand ces produits sont stockés, on a besoin, on parle de préparation de commande ou de picking en anglais, c'est vraiment l'action de préparer les commandes. On va descendre ces produits pour les préparateurs de commandes, ils vont préparer leurs commandes. On va les stocker sur des quais et ensuite, on va remettre dans des camions pour être livrés sur d'autres plateformes logistiques ou ou dans un magasin. Mais quelles sont les problématiques qu'on a dans un entrepôt? Vous ne connaissez pas forcément. Bon, il y a déjà un premier point, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, toute la partie dimensionnement. J'ai un process logistique, j'ai une stratégie logistique, je sais ce que je veux faire. Il faut maintenant que je dimensionne mon bâtiment. Quelle est la taille de mon bâtiment? On peut avoir des tout petits bâtiments de 10 000 m², et parfois des bâtiments que je traitais dans l'année passée, de 200 000, 250 000 m², c'est gigantesque. Il faut dimensionner, il faut mettre les bons racks, le bon nombre d'emplacements, parfois les bonnes mécanisations, les bons robots, etc., les bons chariots de manutention. Voilà. Tout ça, ce sont des ingénieurs derrière qui vont faire les calculs pour savoir quel est le meilleur bâtiment pour pouvoir accepter la marchandise. Quand ce bâtiment il est construit, ensuite on va l'exploiter, on va l'utiliser, et c'est là, donc c'est une deuxième problématique, c'est comment on gère opérationnellement ce bâtiment. Pour faire entrer des produits, c'est où est-ce que je vais mettre mon produit, en quelle quantité, etc. Et il y a une zone très particulière dans ce bâtiment, qui est la partie de préparation de commande. Cette zone-là, ça coûte très cher pour un bâtiment logistique de la gérer. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de personnes qui vont être là pour préparer les commandes, pour mettre à disposition les produits. Et donc, si on vient ici optimiser cette zone-là, on peut finalement gagner en productivité. Comment on optimise? Il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est de bien gérer, comme dans une usine, comme dans une entreprise, c'est de bien gérer l'humain, de savoir d'avoir les bons effectifs, les mettre au bon endroit, au bon moment pour préparer les commandes, pour amener le produit, etc. Il y a un deuxième levier, quand on a bien géré les hommes, c'est bien gérer les process. On a parlé de process de réapprovisionnement, de préparation de commandes. Il y a des entreprises qui travaillent là-dessus pour optimiser les chemins de préparation, voilà, pour éviter de faire trop de distances de préparation. Je ne sais pas si vous le savez, une personne dans l'entrepôt, par jour, ça fait à peu près 30 km par jour.
c'est gigantesque. Quand on multiplie sur le nombre de personnes, on parle de milliers de kilomètres de déplacement dans un petit bâtiment pour aller préparer vos commandes pour Carrefour, pour les petits produits que vous avez commandés chez Amazon, etc. Et le troisième levier, quand on gère bien nos hommes, on gère bien nos process, ça va être de bien gérer l'organisation des stocks. À quel endroit je mets mon produit pour optimiser tout ça. Et c'est sur ce sujet que nous travaillons, c'est comment j'optimise l'organisation de ces produits dans l'entrepôt. Vous vous rappelez du rack avec tous ces emplacements, à quel endroit je les mets pour optimiser et donc derrière gagner finalement de la productivité. Vous pourriez penser que c'est super simple. J'ai des produits qui arrivent, j'ai une palette, je la mets ici, c'est bon, ça marche, merci beaucoup. Finalement, c'est un exercice extrêmement complexe. L'organisation des stocks, c'est un système complexe. Pourquoi? Parce qu'on a notre gestionnaire de stock, c'est pas toujours un ingénieur en plus, une personne qui a fait des études, qui est à l'aise avec les outils numériques, et il a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour savoir où mettre son produit pour que ça soit super bien organisé. Déjà, le premier point, c'est qu'on a plusieurs types d'emplacements. Des emplacements palettes, des étagères pour mettre des colis, des demi-emplacements, enfin bref, il y a énormément de types d'emplacements. Il faut choisir le bon pour éviter de créer des process supplémentaires. Tout simplement de savoir si mon produit rentre déjà dans mon emplacement, en termes de poids, en termes de volumétrie, en termes de taille. Si le produit ne rentre pas, je ne peux pas le mettre à cet endroit-là. Donc ça, il faut savoir le prendre en compte. Troisième point, un point qu'on n'imagine pas quand on est simple consommateur, mais une entreprise comme Carrefour, elle a des entrepôts, c'est la notion de lourd léger. Si je prépare mes commandes et que je prépare mes chips avant mes bouteilles de Coca-Cola, les bouteilles de Coca-Cola vont écraser mes chips. Je pense que quand vous allez acheter ce produit au magasin, vous ne serez pas super content de manger de la miette de chips. Donc, il faut prendre ces notions en compte. Parce qu'il y a saisonnalité. Les chips, vous les commandez plus tôt l'été que l'hiver. Donc ce produit n'a pas la même importance quand on est en hiver que quand on est en été. Les contraintes qu'on peut avoir dans un bâtiment, les températures, les notions de produits explosifs, de produits à écoulement dangereux, etc. On a des zones particulières dans les bâtiments qui peuvent gérer ce genre de choses. Il faut le prendre en compte. La vélocité des produits, leur rotation. La bouteille de Coca-Cola, vous imaginez bien que c'est un produit qui est extrêmement vendu dans tous les magasins. C'est un produit qu'il va falloir mettre dans des zones privilégiées pour les préparer de façon rapide. Et enfin, on a parlé de mécanisation. De plus en plus, nos entrepôts ont des racks, ils ont des racks, mais ils ont des systèmes mécanisés. À quel endroit je mets mon produit pour optimiser sa préparation de commande. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a énormément de critères, de paramètres à prendre en compte. Système complexe, oui. Vous n'incluez pas le dimensionnement du stock? Non, on vient après. C'est-à-dire que plutôt le dimensionnement du bâtiment. Mon bâtiment est construit, il est disponible. Maintenant, c'est comment je fais vivre ce bâtiment de la façon la plus optimale possible pour que finalement, ça me coûte le moins cher possible de sortir ce produit-là. Donc, système complexe, je veux dire, difficile à analyser par tout un chacun. Et le jumeau numérique, la création d'un jumeau, alors je dirais plutôt virtuel, après la présentation de Jean-Michel. Donc, la création d'un jumeau virtuel du stock est tout adapté, très adapté pour ce genre de système. Bon, un jumeau numérique ou virtuel, qu'est-ce que c'est? Je refais ma propre définition, on pourra toujours en discuter. C'est finalement une modélisation du numérique du système physique ou financier. Alors là, on parle de l'entrepôt, même d'une zone particulière de l'entrepôt. Ça permet de quoi? De tester différents scénarios et différentes hypothèses à partir de données qu'on a prélevées sur le terrain en temps réel, et donc de constater l'impact de cette décision avant même de la déployer. Si je suis capable de tester à l'avance, de voir l'impact et donc de prendre une décision derrière pour faire des changements réels sur le terrain, j'ai tout gagné. Et c'est le sujet sur lequel nous travaillons chez Sorter. Donc on a notre entrepôt, d'autres images avec différents racks. On va modéliser cet entrepôt numériquement, une zone particulière de l'entrepôt, et derrière, ça va nous permettre plein de choses. Déjà d'être alerté. Est-ce que mon produit est au bon endroit? Est-ce que je respecte les contraintes de température, etc. Est-ce que il est au bon endroit pour produire efficacement? De visualiser. Alors ici, on avait des choses extrêmement magnifiques par rapport à ce que nous on produit. Nous, on produit vraiment des schémas 2D un peu interactifs. On parle de 2.5D parce qu'on peut faire du filtre interactif, de rajouter des éléments de process, des éléments d'information sur la cartographie, mais c'est très simplifié par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment.
Le jumeau numérique, lui, va être capable de, finalement, c'est toute sa force, de proposer des organisations. Il va faire des centaines de milliers de simulations en quelques minutes pour pouvoir proposer les meilleurs. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ça va laisser le choix ensuite aux opérationnels de prendre les meilleures décisions. Moi, je te propose de faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire toi derrière? Et enfin, dernier point, c'est de simuler ses propres scénarios. Ok, l'outil te propose ça, mais et moi, si je pouvais moi-même tester mes propres scénarios, quels seraient les impacts? Est-ce que c'est intéressant, oui ou non? Et derrière, je peux le déployer sur le terrain. Techniquement, qu'est-ce qui est derrière le jumeau numérique, le jumeau virtuel? Bon, c'est un mélange d'algorithmes. On a plusieurs choses. On a de la recherche opérationnelle, des notions de graphes derrière. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça va permettre finalement plusieurs choses, mais la principale, dans la photo, c'est d'être capable d'aller calculer une distance de préparation. Quand on a des centaines de milliers de lignes de commande, de préparation de commande, quelle est la distance que mon préparateur a fait entre chacun des points, finalement. Comment je calcule cette distance? C'est vraiment de la notion de recherche opérationnelle, de l'optimisation. Derrière, on ne déroge pas, il y a de l'IA. Alors, on parle de beaucoup d'IA, mais c'est vraiment de l'IA, on parlait d'IA industrielle, je dis du machine learning. Ça va permettre, vous voyez le petit point de bouger, quand mon préparateur il se déplace, combien de temps il a mis pour aller d'un point A à un point B, combien de temps il a mis pour préparer les produits, les prélever, si j'ai un produit à prélever ou deux, suivant son poids, suivant le niveau sur lequel j'ai préparé, combien de temps ça a pris. Donc l'IA va me permettre d'être très fin sur le calcul des temps de préparation, mais ça va me permettre aussi de sectoriser mes produits, de savoir très facilement, d'apprendre sur où sont mes produits et à quel endroit ils doivent rester pour respecter les contraintes du bâtiment. Et enfin, il y a une troisième notion d'algorithmie, c'est toute la partie simulation, on en parlait tout à l'heure, mais l'outil, grâce aux algorithmes de simulation, va permettre de tester des centaines de milliers, je l'ai dit, de situations, va itérer, va faire plusieurs tests différents. On voit, si je prends un produit, très simplement, il va aller bouger en plein endroit de l'entrepôt, et il va voir si c'est efficace ou pas. Si c'est pas efficace, il annule, il oublie ses itérations. Si c'est efficace, il garde et il en teste de nouvelles. Donc tout ça, très bien, mais combien ça fait gagner? On le met en place chez différents clients et en moyenne, on a un gain de productivité de 10%. Alors, 10%, est-ce que ça vous parle ou pas? Peut-être pas. Quand on a des bâtiments où on va gérer 50, 100 personnes de suite, 10%, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros de gagnés pour l'entreprise. Ce sont des gains qui ne sont pas du tout négligeables quand on gère opérationnellement un bâtiment logistique. Et donc, comment on gagne ces 10%? C'est là où on a une cartographie. Ce jumeau numérique me permet de simuler avant même de déployer. La personne va pouvoir réutiliser les propositions de mouvement, les tester, voir s'il y arrive ou pas. Et lui-même, grâce à un petit jeu, vous voyez l'outil en haut, bouger ses produits lui-même sur sa cartographie et voir directement l'impact sur ses coûts opérationnels avant même de déployer. Si je gagne de l'argent, je garde. Si je perds de l'argent, j'oublie et je fais d'autres simulations. Pour clôturer, je réouvre un petit peu. On en a parlé avant. Jean-Michel en parlera beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, là, on a parlé d'un jumeau virtuel, d'univers virtuel pour un cas très spécifique de l'entrepôt, peut-être que vous ne connaissez pas. Si on réouvre, on est dans l'entrepôt pour optimiser les stocks, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. On va pouvoir aussi optimiser les processus, c'est ce que je vous ai dit. On n'optimise pas que l'organisation, on optimise les process des personnes dans l'entrepôt. On va pouvoir prévoir aussi, c'est une grande force du jumeau numérique, ça va être de pouvoir prévoir les pics d'activité, de pouvoir planifier nos hommes pour faire face aux montées d'activité. Le Black Friday chez Amazon, vous connaissez peut-être, quand vous achetez fin novembre vos produits, ils ont une multiplication parfois par 10 de leur volume. Derrière, c'est des recrutements, des gens à prendre. Il faut savoir bien recruter pour bien envoyer les produits au bon moment et que ça ne coûte pas trop cher non plus. Donc ça, l'IA peut aider là-dedans, et le jumeau numérique. Et bien sûr, dimensionner. On a parlé beaucoup de dimensionnement. Pour dimensionner le bâtiment, c'est important. Dans l'usine aussi, très rapidement, anticiper les pannes, prévoir les goulots d'étranglement, réduire les erreurs de production, dimensionner l'usine. Donc là, c'est au niveau des usines. Au niveau du transport, c'est de choisir le bon type de transport. Les jumeaux numériques vont nous aider à faire ça. Optimiser le chargement dans les containers, quand ça vient de Chine. S'il y a quelques mètres cubes
de disponible, c'est énormément d'argent perdu. Donc il faut savoir optimiser ces conteneurs pour les envoyer après en Europe, aux États-Unis, etc. Optimiser les itinéraires de livraison pour nos camions, pour les livrer chez les clients. Et après, là, on a pris une brique. On peut dire qu'on fait parfois des optimisations locales, globales à l'échelle de l'usine, mais locales à l'échelle de la supply chain. On peut avoir aussi des jumeaux numériques très macro de l'ensemble de notre chaîne pour la dimensionner, pour planifier les besoins, pour prévoir les ruptures de stock ou les surstocks qu'on pourrait avoir et pour éviter des coûts supplémentaires. J'espère que je suis dans les temps. Ouais, magnifique. Merci beaucoup. J'espère que c'est intéressant et de vous avoir ouvert l'esprit vers d'autres secteurs. Il y a un cas très spécifique de l'entrepôt. Si vous avez des questions, bien sûr. Alors, il y a moi et moi aussi, et je suis un petit peu aidé aussi. Mais l'entreprise aujourd'hui, je suis tout seul. Merci. Est-ce que la simulation prend en compte qu'il y a 10 personnes qui font le même travail? Alors, cet outil-là va pas prévoir le nombre de personnes. Alors, c'est les impacts des simulations qui va permettre après de planifier le nombre de personnes. Je ne sais pas si c'est la question. La simulation prend en compte qu'il y a 10 personnes qui vont aller chercher le même produit en même temps. Alors, effectivement. Et ça, alors, c'est une bonne question. Dans les entrepôts, il y a des notions, effectivement, on place les produits, c'est très bien, mais après, quand on crée, si je reviens sur une des images, parce qu'elle peut être parlante, là, ici, là, quand on a fait toute l'optimisation, on parle de carte de chaleur. Les zones rouges, c'est les zones où il y a beaucoup de travail, finalement. Les zones bleues, c'est où il y a moins de demandes et donc on va moins souvent. Vous pouvez se dire, si c'est très rouge, je vais finalement avoir beaucoup de personnes dans cette allée, dans cette zone-là, et donc ils vont se gêner. Et ça va créer finalement de l'inefficacité, alors que ça devrait créer de l'efficacité. Et effectivement, les IA derrière prennent en compte, et on va encore améliorer les modèles pour prendre encore plus en compte ce genre d'éléments dans le futur. Les bouchons et les goulots d'étranglement, enfin, on a plusieurs terminologies pour parler de ça. Oui. Ouais. On le met actuellement en place dans un entrepôt pour un client, donc c'est en Belgique, on le met en place en Belgique, pour un client dans tout ce qui est do it yourself, type Leroy Merlin, c'est pas Leroy Merlin, c'est un autre client. Et alors on a gagné 9% de productivité grâce à ça. Donc on a mis en place toute la solution, ils ont bougé leurs produits, parce qu'après derrière, alors là c'est très joli, c'est numérique, et derrière il y a comme du travail, il y a les mecs qui viennent et ils prennent les cartons, les produits, ils les déplacent. Et on a gagné derrière 8% de productivité, un entrepôt où il y a 50-60 personnes, de suite ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros gagnés sur l'année, c'est pas négligeable. Et c'est un chiffre qui est plafonné, ou est-ce que vous comptez le dépasser en améliorant votre solution? Alors, bien sûr qu'en améliorant, on peut gagner plus. Alors, déjà, ça dépend de l'état actuel de l'entrepôt. Alors, ça dépend de l'entrepôt, ça dépend des process, ça dépend à quel niveau ils sont d'optimisation aussi. 10% c'est une moyenne, on peut aller plus haut, ça peut être parfois un peu plus bas aussi. Et bien sûr, après, derrière, en créant ces univers virtuels, alors on est sur une partie très spécifique, mais si on vient rajouter des optimisations de process, voilà, exactement, de chaîne logistique, l'optimisation des humains, etc., on pourrait aller beaucoup plus haut. On parle dans l'idéal souvent sur des process standards comme ici, on peut gagner jusqu'à 25% de productivité. Donc là, on fait la moitié du chemin, il y a encore une moitié à faire. Il y a le business model. Le business model? Alors, c'est une question. Alors, comment je dis nous, parce que c'est une entreprise, le business model, c'est d'abord, un entrepôt est intéressé, on se déplace sur le site pour faire une première analyse. Grâce à l'outil, on paramètre l'outil pour le client, voilà, parce que c'est pas forcément des systèmes très simples à paramétrer, il faut quand même une personne experte de l'outil. On paramètre l'outil et grâce à ça, ensuite, on lance les simulations et on nous donne le résultat. Donc là, c'est effectivement on facture cette prestation de service finalement. Et derrière, si le client est content et que derrière il veut travailler de façon proactive,
Je lui ai fait une simulation, c'est super, mais demain tes produits ils changent, on a entendu, hein, les produits au cours de leur vie ça peut changer, on a des nouveaux produits aussi. On peut leur donner l'outil et ils peuvent faire leur propre simulation et là c'est une facturation mensuelle par rapport aux gains qu'on a générés pour le client. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a de la concurrence. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Pas beaucoup de concurrence. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. C'est parce que hier, quand j'étais dans l'entrepôt, alors je peux un peu détailler, mais je me disais, mais je fais ces analyses au quotidien, je regarde sur le marché, mais c'est pas forcément quelque chose ou des solutions trop simplistes, trop simplifiées pour pouvoir répondre à notre besoin. Voilà. Il y a des petites solutions qui peuvent exister à droite à gauche, qui ne répondent pas aux besoins exactement comme on peut répondre dans l'entreprise. Ou sinon, parfois, on peut avoir des systèmes beaucoup plus complexes qui vont coûter extrêmement cher. Et donc, le retour sur investissement n'est pas très intéressant. Et donc, derrière, on ne va pas mettre en place ce genre de solution. Donc, pour le coup, c'est bien pour les PME. Pour les PME, alors on parle quand même de plus grosses entreprises, 10%, hein, pour faire simple. Si on n'a pas 10 personnes pour préparer une commande, on gagne pas, on gagne pas une personne, donc on ne gagne pas vraiment d'argent. Voilà, donc il faut quand même des entrepôts un petit peu grands, plutôt être sur du retail, type Carrefour, Leroy Merlin, ce genre donc quand même des entrepôts qui sont assez costauds derrière. Oui. Qui parle compte des produits à date de péremption? Bien sûr. Alors, c'est pas. Oui. Alors, nous, directement, non. Leur système, donc, comment on récupère la donnée? Parce qu'il faut de la donnée derrière, hein, quand même, pour faire tourner ce genre de modèle. On se connecte directement, on parle de WMS, Warehouse Management System, le système de gestion d'entrepôt. Donc, on se connecte à ces systèmes-là, on récupère la donnée. Nous, on ne gère pas le FIFO, c'est eux qui gèrent. Là, c'est vraiment de la gestion opérationnelle basique, pure et dure. C'est le métier de l'entrepôt, de gérer les produits, de savoir quand est-ce que les produits vont rentrer en expiration, de les envoyer au bon moment chez le client pour éviter qu'ils ne soient plus utilisables et qu'on doive les jeter derrière. Donc là, c'est vraiment de la gestion très opérationnelle, terrain. Et WMS le font très bien. Gérer opérationnellement, ils savent faire. Optimiser, c'est pour ça qu'on crée ce genre d'outils, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas leur métier d'optimiser, mais c'est de gérer au quotidien. Il y avait une question là, ici aussi. Oui. Et si on a un stock automatique, est-ce que vous récupérez les maquettes numériques déjà existantes? Ça pourrait. Alors là, on est encore plus loin. C'est bien sûr envisageable. Après, nous, on est dans l'optimisation des process pour effectivement être plus efficace. Ça permettrait potentiellement de produire plus vite. Mais si derrière tout est automatisé, il n'y a plus trop d'intérêt. Finalement. Je ne sais pas si je suis clair. Ça intègre déjà, vous pensez que ça intègre déjà l'optimisation? Pas forcément, non. On a plein de systèmes numériques qui ne sont pas forcément optimisés, de mécanisation où on en a mis en place, on a analysé énormément et finalement on est obligé de rajouter des surcouches d'optimisation pour les gérer parce qu'ils ne savent pas tout prendre en compte. Donc, ça gère peut-être pas un gain en personne, mais ça peut être un gain en délai quand même. En délai aussi, oui, c'est bien sûr. Bien sûr. En délai, en qualité aussi, c'est intéressant. On mélange les trois. Ce que vous avez dit tout à l'heure dans la complexité qui complexifie tout, vous mettez les trois ensemble. Il y a la numérisation du bâtiment, de l'entrepôt, vous le numérisez en 3D, vous mettez le process d'optimisation locale, et puis vous mettez toute la chaîne d'approvisionnement de logistique et de péremption et tout ça. Et vous avez le vrai atelier, mais alors tellement complexe. Là, c'est vrai, nous, on s'est concentré sur la partie stock. Il y a d'autres petites startups qui se concentrent sur la partie process, vraiment d'optimiser les process. Si on savait connecter tout ça, bien sûr, on arrive à cet univers numérique. Et ça devient énorme, ça devient très complexe. Il y a quel prix? Voilà, c'est toujours la question du prix. C'est toute la difficulté, de la complexité dont vous parliez. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? C'est la limite du monde. On voit ça tue, et demain, s'il y a vraiment beaucoup de traction commerciale, on grossit, bien sûr, on sera sur d'autres secteurs pour aller chercher les pourcents supplémentaires qu'on a pu discuter tout à l'heure. Il y a d'autres questions, je crois, non? Peut-être, ça va? Oui. Votre solution, c'est une solution de one-shot ou c'est plutôt comme une application que vous donnez des polygons? Oui, alors, il y a la première optimisation globale, vous pouvez gagner du temps. Et quand vous avez fait ça, derrière, il faut maintenir. Donc, parce que mes produits, quand on les voit ici, aujourd'hui, lui, il est rouge, demain, il devient bleu, il ne faut pas qu'il soit là, il faut qu'il soit bougé. Donc, au quotidien, ce que l'on vend, c'est vraiment au quotidien par rapport à la charge de travail du gestionnaire de stock. Demain, j'ai pas beaucoup de travail,
j'ai un peu de temps pour moi, je prends le logiciel, je fais mes simulations, je peux faire 50 mouvements, je vais faire les 50 mouvements les plus intéressants. Demain, j'ai pas de temps parce que c'est le Black Friday, je ne travaille pas dessus. Le surlendemain, j'ai un peu de temps, je prends la solution, je vais faire 10 mouvements. Et comme ça, pas à pas, au quotidien, je maintiens cette bonne optimisation, cette bonne organisation. Donc, il y a du one-shot et après, il y a du répétitif. Très bien. Merci beaucoup. Merci.